Saviez-vous que le redoutable Azog, le profanateur de la trilogie Hobbit de Peter Jackson, était en réalité mort bien avant les événements de Bilbo le Hobbit dans les écrits originaux de Tolkien? Le récit d'Azog dans les œuvres de Tolkien diverge radicalement de son homologue à l'écran. Cette divergence n'est pas une simple modification mineure, mais une réinvention fondamentale qui transforme toute la narration de Bilbo le Hobbit. En dévoilant les couches de la véritable histoire d'Azog, nous nous retrouvons confrontés à une figure entourée de mystères. D'où venait ce tristement célèbre chef orc? Et comment est-il parvenu à une telle notoriété terrifiante? Ces questions nous conduisent dans les profondeurs sombres de la Moria, où l'histoire d'Azog commence vraiment. On pense qu'Azog faisait partie d'une marée noire qui envahit la Moria en l'an 2480 du Troisième Âge. Ce n'était pas un simple hasard ou une migration orque. C'était un mouvement calculé par le Seigneur des Ténèbres Sauron lui-même. L'appendice B du Seigneur des Anneaux offre un indice fascinant. Les orques commencent à établir des bastions secrets dans les montagnes de brume pour bloquer tous les passages vers l'Eriador. Sauron commence à peupler la Moria de ces créatures. Imaginez les salles de Khazad-dûm, autrefois résonnant des chants et des marteaux des nains, maintenant envahies par les cris rauques et les rires cruels des orques. C'est dans ce cadre lugubre qu'Azog a commencé son ascension au pouvoir. Bien que les détails exacts de l'ascension d'Azog restent flous, nous pouvons en déduire que son chemin vers le leadership a été pavé de violence et de ruse. Dans la hiérarchie brutale de la société orque, la force et la cruauté sont prisées avant tout. Azog a dû démontrer ses qualités en abondance pour revendiquer le titre de chef. Alors qu'Azog consolidait son règne sur la Moria, son influence s'est étendue au-delà de ses frontières. Il est devenu plus qu'un simple chef orc. Il est devenu un nom murmuré avec peur dans les terres du Nord. Sa réputation a grandi jusqu'à ce qu'il soit considéré comme le plus important des orques dans toutes les terres du Nord. Pourtant, malgré tout son pouvoir et son infamie, le règne d'Azog reposait sur une fondation précaire. Les nains n'avaient pas oublié leur ancienne maison et ils aspiraient à se venger des usurpateurs. La position d'Azog au sommet du pouvoir orc faisait de lui une cible de choix pour leur colère. En l'an 2790 du Troisième Âge, l'agitation grandissait dans le cœur de Tror, le roi du peuple de Durin. Exilés de leur patrie, les nains aspiraient à la gloire de leur ancien royaume, Khazad-dûm, désormais connu sous le nom de Moria. Contre les conseils de ses proches, Tror partit avec un seul compagnon, Nar, pour contempler une fois de plus les salles de ses ancêtres. Alors qu'ils approchaient des portes de la Moria, un silence inquiétant les accueillit. L'entrée était ouverte, une gueule béante semblant inviter Tror à l'intérieur. Malgré les avertissements de Nar, le roi avança, disparaissant dans l'obscurité. Les jours passèrent, et Nar attendit dans une vigile anxieuse, espérant en vain le retour de son seigneur. Puis, un jour fatidique, un cri retentit de l'intérieur, suivi par le son d'un corps. Quelle vue horrifiante attendait Nar! Le corps de Tror, sans tête, fut jeté sans cérémonie des portes. Des rires cruels résonnèrent, et une voix remplie de malice s'adressa à Nar, le qualifiant de jeune barbe et le déclarant messager. Mais l'horreur n'était pas encore complète. En s'approchant, Nar découvrit la tête coupée de Tror, profanée d'une manière qui marquerait la mémoire naine pour des générations à venir. Le nom Azog avait été gravé sur le front en runes naines, une signature d'une cruauté inimaginable. Ensuite, la voix d'Azog lui-même retentit, délivrant un message glaçant. Si des mendiants ne veulent pas attendre à la porte, mais s'infiltrent pour essayer de voler, voilà ce que nous leur faisons. Si l'un de votre peuple ose encore montrer sa barbe ici, il subira le même sort. Allez leur dire. Mais si sa famille veut savoir qui est désormais le roi ici, le nom est écrit sur son visage. C'est moi qui l'ai écrit. C'est moi qui l'ai tué. Je suis le maître. Avec ces mots, Azog lança un petit sac de pièces aux pieds de Nar, le qualifiant ironiquement de rétribution. Alors que Nar s'enfuyait dans l'angoisse, il fut témoin d'une dernière indignité, les orques mutilant le corps de Tror et le jetant en morceaux aux corbeaux. Cet acte de brutalité indicible était plus qu'un simple meurtre. C'était une déclaration de domination, un défi lancé à toute la nainneté. Azog n'avait pas seulement tué un roi, il avait profané le symbole même de la royauté et du patrimoine nain. Les répercussions de cet acte résonneraient à travers les montagnes et les vallées de la Terre du Milieu. Pour les nains, c'était un appel aux armes qui ne pouvait être ignoré. Le meurtre de Tror déclencha une conflagration de vengeance qui allait consommer les 6 années suivantes. De 2793 à 2799 du Troisième Âge, la guerre entre les nains et les orques fit rage à travers les montagnes de brume. Les armées naines de tous les coins de la Terre du Milieu s'unirent dans leur quête de rétribution, avec un objectif principal, traquer Azog et obtenir leur vengeance.
Mais comment mène-t-on une guerre contre un ennemi qui se cache dans les ombres des montagnes et se terre dans les profondeurs des anciennes salles? La réponse des nains était aussi implacable que méthodique. Ils entreprirent une campagne systématique, détruisant une forteresse orque après l'autre. Alors que la guerre faisait rage, les tensions montaient. Les nains, poussés par leur soif de vengeance, se rapprochaient toujours plus de leur objectif ultime. Les orques, combattant pour leur survie, devenaient de plus en plus désespérés. Ce conflit en escalade se dirigeait vers une fin inévitable, une bataille qui déciderait du sort d'Azog et de la quête de rétribution des nains. Cette finalité survint en l'an 2799 du Troisième Âge, aux portes même de la Moria. La bataille d'Azanulbizar se profilait à l'horizon, promettant d'être un affrontement titanesque qui ébranlerait les fondations même des montagnes de brume. Là, enfin, les nains espéraient acculer leur proie insaisissable et mettre fin à leur longue campagne. L'air lourd d'anticipation, les chants de l'armée naine résonnant contre la montagne, appelaient Azog à se montrer, et il se montra. Le profanateur émergea des portes, une vision redoutable qui aurait fait fuir des guerriers moins braves. Mais les nains tenaient bon, leur détermination forgée dans les feux d'une guerre de 6 ans. La force d'Azog était immédiatement apparente, alors qu'il engageait le combat, brisant le cou de Naïn, cousin du roi Traïn II, avec une facilité terrifiante. Pourtant, alors même qu'Azog montrait sa puissance, un jeune guerrier s'avança, les yeux brûlants d'une fureur qui démentait son âge. C'était Daïn Pied d'Acier, âgé de seulement 32 ans, un enfant selon les normes naines. Qu'est-ce qui poussa ce jeune nain à affronter un ennemi aussi redoutable? La réponse réside dans le cruel coup du sort qui venait de se dérouler sous les yeux de Daïn. Naïn, le nain dont Azog avait si cruellement brisé le cou, était le père de Daïn. Alors que la bataille faisait rage, Azog commença à réaliser que la marée tournait contre lui. Ses forces échouaient, beaucoup fuyant face à la fureur des nains. Le puissant profanateur se retrouvait maintenant dans une position qu'il n'avait probablement jamais anticipée, la retraite. Azog, la terreur des montagnes de brume, se retournant pour fuir vers la sécurité douteuse des portes de la Moria. Mais Daïn Pied de Fer, poussé par le chagrin et la rage, le poursuivit. La hache rouge du jeune nain scintillait à la lumière, alors qu'il poursuivait Azog jusqu'aux marches menant à l'entrée. Quelle pensée traversait l'esprit d'Azog dans ces derniers moments? A-t-il ressenti la peur pour la première fois, en entendant les pas de Daïn se rapprocher? Nous ne pouvons que spéculer. Ce que nous savons, c'est qu'avant qu'Azog puisse franchir le seuil de la Moria, la hache de Daïn atteignit sa cible. D'un coup puissant, la tête d'Azog le profanateur fut séparée de son corps, mettant fin à son règne de terreur. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Daïn, se tenant victorieux au sommet des marches, regarda au-delà des portes dans les profondeurs de la Moria. Dans ses propres mots, Daïn déclara « Vous êtes le père de notre ennemi. Nous avons saigné pour vous et saignerons encore, mais nous n'entrerons pas dans Khazad Dûm. Seulement j'ai regardé à travers l'ombre de la porte. Au-delà de l'ombre, il vous attend encore, le fléau de Durin. Le monde doit changer et une autre puissance que la nôtre doit venir avant que le peuple de Durin ne marche à nouveau en Moria. Avec la chute d'Azog, on pourrait penser que la menace était terminée. Mais dans les ombres, un nouveau leader était déjà en train de s'élever. Bolg, fils d'Azog, prit le commandement des orques, assurant que l'héritage du profanateur continuerait à projeter une longue ombre sur les terres de la Terre du Milieu. En contemplant le folklore authentique d'Azog, une transformation curieuse nous attend, une qui fait le lien entre la vision originale de Tolkien et le cinéma moderne. Et si je vous disais que l'Azog que nous avons exploré jusqu'à présent n'est pas celui que la plupart des gens connaissent? L'adaptation de Bilbo le Hobbit par Peter Jackson nous présente un Azog très différent de la création de Tolkien. Cet orc à la peau pâle, connu sous le nom d'Azog le profanateur, vient du mont Gundabad, plutôt que des profondeurs de la Moria. Dans la version de Jackson, l'histoire d'Azog prend un tournant dramatique lors de la bataille d'Azanulbizar. Plutôt que de trouver la mort aux mains de Daïn Pied d'Acier, cet Azog survit, bien que perdant son bras gauche, tranché par Thorin écu de chêne. Considérez les implications de la survie d'Azog. Dans l'œuvre de Tolkien, la querelle entre Azog et la lignée de Durin se termine avec sa mort, passant à son fils Bolg. Mais dans les films, Azog lui-même devient un ennemi personnel de Thorin, conduisant l'intrigue par sa poursuite incessante. Peut-être que la plus grande divergence réside dans la connexion d'Azog avec les forces plus vastes à l'œuvre en Terre du Milieu. Les films le décrivent comme un serviteur de Sauron, déguisé en nécromancien à Dol Guldur. Ce lien, absent des écrits de Tolkien, lie le Hobbit plus étroitement au Seigneur des Anneaux, créant un pont narratif entre les deux récits. Mais à quel prix vient cette connexion? Dans l'œuvre de Tolkien, le conflit découle de la quête des nains pour une patrie et de leur désir de vengeance. L'Azog cinématographique
conduit par les ambitions de Sauron de revendiquer le Nord, transforme cette vendetta personnelle en un plan plus grand. Cette élévation du rôle d'Azog améliore-t-elle l'histoire ou détourne-t-elle de la narration plus intime que Tolkien avait tissée? Les réactions des fans à cette réinvention d'Azog ont été aussi variées que les couleurs des feux d'artifice de Gandalf. Certains soutiennent que sa présence en tant qu'antagoniste récurrent ajoute de la tension dramatique, créant un fil narratif plus cohérent à travers la trilogie. D'autres estiment que cette déviation s'éloigne trop de la vision originale de Tolkien, modifiant la nature fondamentale de l'histoire. Quel est votre avis? N'hésitez pas à me le partager dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle-ci pourrait vous plaire également.